Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Aujourd'hui, nous recevons Marie. Marie, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, oui bien sûr. Moi j'accompagne les équipes, les managers et les entrepreneurs. Je suis spécialisée dans les nouvelles façons de travailler. Donc quand je dis ça, en général, c'est très abstrait. Donc pour amener du concret, je suis la personne que les managers sollicitent quand ils veulent soulager leurs équipes ou eux-mêmes des fois avec des nouvelles façons de travailler. C'est pas forcément des nouvelles façons de travailler, des process structurés. Par exemple, j'ai accompagné une directrice à gagner 5 heures par semaine de travail et elle a réussi enfin à arrêter de travailler le week-end. Donc ça, c'est un premier exemple concret. Et en deuxième exemple concret pour expliquer ce que je fais, j'ai accompagné une équipe de 5 collaborateurs à avoir une charge de travail régulière, en sachant que cette équipe, elle organisait 250 événements par an, des événements qui allaient de 40 participants à 1000 participants. Et avec l'accompagnement, cette équipe a enfin réussi à arrêter les pics de surcharge de travail qui pouvaient aller jusqu'à 45 heures par semaine et aussi la panique lors de l'absence d'un des membres de l'équipe. Donc ça, c'est moi en fait d'apporter ce soulagement au niveau des équipes, cette sérénité et cette efficience. Et j'interviens sous 4 biais, la formation, l'accompagnement individuel ou collectif, l'audit organisationnel ou encore la gestion de projet organisationnel avec une conduite du changement. D'accord. Et là, concrètement, aujourd'hui, de quoi tu veux nous parler sur le podcast ? Moi, je vais vous parler de comment on s'organise, comment chacun peut trouver sa propre organisation pour justement être efficient et avoir une sérénité dans son travail. Eh bien, écoute, c'est un beau programme. Par quoi tu veux commencer ? Eh bien, peut-être par comment j'en suis arrivée là. Comment je suis arrivée à aller sur ce type d'accompagnement. Ça a commencé en fait quand les personnes sont venues me voir. Quand je dis personnes, c'est les directeurs, les managers pour accompagner des collaborateurs. Quand je dis des collaborateurs, c'était des collègues à l'époque avant que je me lance à mon compte. Pour les aider à mieux s'organiser sur une prise de poste ou même sur un poste et de toujours respecter les engagements en fait. Pour moi, ça a toujours été naturel. Et a priori, c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai accompagné différents collaborateurs. Et quand je fais le lien de comment j'en suis arrivée là, c'est qu'effectivement sur un de mes postes où j'ai été conseillère, donc conseillère dans un groupe de protection sociale, je recevais des personnes en accueil public, jusqu'à 40 personnes par matinée et 4 rendez-vous l'après-midi, voire 5. Et en parallèle, il y avait des mails à gérer, il y avait des demandes de devis, de choses en ligne ou par téléphone. Et il fallait réussir à tout faire pour pouvoir répondre aux sollicitations en 48 heures. Et à cette époque-là, j'avais eu moi-même une formation sur comment s'organiser dans sa semaine de travail et dans son quotidien. Et cette formation, elle était pour les différentes personnes de mon équipe, sachant qu'on était, dans mon équipe, on était 28 à faire le même métier. Et on avait des problématiques similaires, mais aussi des problématiques propres à chacune, en fonction de notre personnalité, etc. Et à la fin de cette formation, quand je suis retournée sur mon poste de travail, j'ai tout de suite trouvé de la sérénité, à mieux m'organiser et pouvoir tous les soirs partir du travail en étant sereine, suite à une méthode de travail que j'avais moi-même apprise. Et je pense que
cette méthode-là que j'avais acquise, ça m'a servi en fait sur ce métier-là, mais dans tous les autres métiers que j'ai eu par la suite. Mais cette méthode, elle s'adapte en fait, elle est jamais la même en fonction du métier que j'ai pu avoir, parce que j'ai dû faire une dizaine de métiers, je pense, et en fonction du nombre de sollicitations qu'on peut avoir par les mails, par le nombre de personnes qui venaient, moi, dans cette agence le matin. Si j'avais que 10 personnes ou 40 personnes sur une même matinée, ben, j'avais pas le même nombre de sollicitations. Et aussi en fonction de la culture d'entreprise. Donc, toutes les méthodes en fait que j'avais utilisées, je les modifiais, les adaptais à chaque fois. Et à chaque fois, j'avais un temps d'adaptation à une nouvelle méthode qui était en général de 3 semaines. Et du coup, les différentes personnes sont venues me voir au fur et à mesure, puisqu'en fait, c'était comme si j'étais devenue la Mary Poppins, avec toujours une solution ou quelque chose à sortir de mon sac pour proposer une solution efficace à une problématique, à une façon de faire, à une personnalité. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien toujours travailler à la dernière minute, d'autres qui aiment bien anticiper, etc. Mais l'important, en fait, c'était toujours de répondre aux engagements qu'on s'est fixés avec un collaborateur, avec un manager ou avec un client. Et aujourd'hui, du coup, suite aux différents accompagnements que j'ai pu faire, on m'a expliqué que j'avais une vraie valeur ajoutée que je m'étais même pas rendu compte. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et notamment, en fait, dans tout ce qui est organisationnel de manière générale, c'est-à-dire que je vais avoir cette vision, en fait, 360, comme on appelle, c'est-à-dire la vision du besoin client, la vision du besoin de l'entreprise avec ses objectifs et la vision d'aller chercher la personnalité de la personne. Et c'est cette vision commune que j'ai acquise avec un master en management des organisations, couplé avec le terme de l'organisation propre. En fait, c'est le même mot, mais avec deux entrées, deux significations différentes, qui permet en fait d'avoir cette efficacité, cette sérénité. Et aujourd'hui, du coup, je vais là-dessus et j'accompagne les personnes à trouver leur façon de faire pour être efficient et serein. Et le retour que j'en ai aujourd'hui, c'est vraiment, le pari est gagné pour moi, puisque j'ai vraiment ce retour de toutes les personnes que j'accompagne. Concrètement, tu nous expliques que donc il y a un accompagnement, bah oui, il y a des grandes règles, et après il y a une partie entre guillemets adaptative en fonction et de la personne et du métier et Et de de la culture, l'entreprise. et de la culture de l'entreprise, tout à fait. D'accord. Dans nos métiers de formateurs, on est des hommes orchestres ou des femmes orchestres. Tous les jours, on est confronté de multiples sollicitations internes, externes, etc. Est-ce que tu aurais, toi, la possibilité de nous donner des tips, des petits trucs efficaces pour qu'on puisse gérer au mieux notre organisation? Oui. Alors ces tips, je dirais que j'en ai 3 là qui me viennent. Déjà, avant de trouver les tips, il y a 2 choses, enfin il y a 2 choses à prendre en compte. C'est que le temps, il est limité et on ne peut pas l'accroître. Ça, c'est une évidence. Tout le monde la connaît, mais des fois, c'est important de la rappeler parce que cette, euh, cette chose, enfin, ce temps limité, c'est ce qui va déterminer en fait comment on s'organise derrière. Quand je dis que c'est propre à chacun, c'est-à-dire que c'est propre à la personnalité aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont aimer rédiger des mails, d'autres pas du tout, d'autres qui préfèrent le face-à-face, etc. Donc ça va dépendre de son mode de fonctionnement et de ses envies pour pouvoir définir et apporter les bons conseils. C'est-à-dire que mes premiers tips que je dirais, c'est déjà de découvrir un peu qui on est, savoir ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire, ce qui nous prend du temps. La deuxième chose, je dirais de définir ses priorités. Pourquoi on travaille et quel est l'objectif premier en tant que formateur ou d'autres personnes. Et derrière, de définir son taux de saturation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'on a toujours un temps qui est planifié sur nos agendas, c'est-à-dire une formation qui est programmée,
On sait à peu près le temps qu'on va, avec le temps, avec l'expérience, on sait à peu près le temps qu'on va mettre à préparer une formation. Et derrière, il faut intégrer aussi dans son agenda son temps de tout ce qui est non planifié. C'est-à-dire un imprévu qui tombe, des mails à gérer, on sait à peu près combien on en a, mais on ne le planifie pas forcément tout le temps. Et en fait, il faut que chaque personne connaisse un petit peu son taux de saturation. Moi, par exemple, en étant sur du concret, je sais que je vais avoir besoin de 2 journées de formation par semaine, et mes 3 autres journées de la semaine vont être organisées en fait sur de la préparation de la formation, etc. C'est-à-dire que mes 3 autres journées, c'est mon temps qui est non planifié pour organiser toutes mes autres activités quotidiennes. Si toutefois je me mets 3 jours de formation par semaine, je sais que mon taux de saturation il sera dépassé et je respecterai pas mes engagements. D'accord. Je me pose une question, moi, tu sais, il y a des choses que j'aime, et puis il y a des choses que j'aime pas, mais du coup, je suis obligé de les faire. Comment on passe cette contrainte-là? Alors, par exemple, il y a une première chose. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire du tout ou qu'est-ce que tu aimes faire? Alors, par exemple, moi, j'aime pas rédiger des mails. Oui. Et qu'est-ce que j'aime faire? Moi, j'aime parler en direct aux gens. Je préfère leur parler, soit au téléphone, Ok. soit même par l'intermédiaire d'une vidéo. Tu sais, je préfère m'enregistrer et leur envoyer un message que d'écrire. Et dans ce cas-là, par rapport à tout ce qu'on n'aime pas faire sur toi, en fait, en fonction de ta personnalité, ça veut dire que tu vas éviter tous les mails. Et à chaque fois, au lieu d'écrire un gros mail, si des fois tu as ce besoin-là, c'est de demander à la personne un rendez-vous pour pouvoir échanger et éviter ce mail long qui pour toi va te prendre du temps et pas avoir envie de le faire. Alors que là, tu basculerais en fait sur cette envie de passer un coup de fil, d'échanger et de rebondir en fonction de la personne, puisque je pense que c'est comme ça que tu aimes et que tu aimes le partage. Tout à fait. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est l'instantanéité. J'ai l'impression que je perds du temps à expliquer des trucs. Je donnais l'exemple hier à des étudiants. Fabriquer une formation en produisant un contenu PDF, par exemple, ou faire une vidéo qui va montrer la même chose. On se rend compte que la vidéo met 2 minutes à produire, le PDF met 3 heures, et en plus, ils comprennent pas mieux. Voilà. Donc, Donc, c'est aller chercher en fonction de toi et de ce que tu vas apporter, puisque toi aussi, tu es formateur, donc ce que tu vas apporter à l'autre, en sachant quel est le support où il va le mieux apprendre. Et donc, c'est d'utiliser ces moyens-là pour toi, d'aller là-dessus et d'enlever toute cette perte de temps où tu aurais construit, par exemple, le PDF, au lieu de cette vidéo. bon, après, on est aussi conscient que certaines personnes préfèrent lire, d'autres préfèrent voir. Donc, en général, quand on va proposer des ressources, on essaie de proposer la même ressource, mais sous des entrées différentes, podcast, vidéo ou écrit, par exemple. Donc, on va passer quand même du temps. Mais je crois que la satisfaction d'être entendu dans un canal nous donne plus d'appétence à faire celui qu'on n'aime pas, en vrai. Je pense que c'est ça. Mm. Dans ma journée de formateur, tu parles d'éléments d'imprévus. Oui. Il y en a tout le temps, hein, des imprévus. Euh, Comment ça se gère un peu ces imprévus? On faut préparer quoi? Comment on s'y prépare? Voilà. Alors, comment préparer un imprévu? La première chose, c'est de se laisser du temps dans sa semaine ou dans sa journée pour gérer les imprévus, en fait. Puisque si ça fait un peu comme un bocal, en fait. Si dans un bocal, tu as déjà le bocal qui est plein, par exemple, tu l'as rempli d'eau, c'est avec toutes ces choses que tu avais à faire dans ta journée, tu rajoutes quelque chose, ça va déborder, en fait. Oui. Si toutefois, tu as mis dans ce bocal que des gros cailloux, c'est un peu souvent cette image-là qu'on voit souvent, des gros cailloux, et que tu t'es laissé de la marge du jeu. Dans ce cas-là, quand tu rajoutes un imprévu, c'est de l'eau que tu peux compléter et ton bocal, il déborde pas. Donc, c'est D'accord. toujours de se laisser une marge dans sa journée et dans sa semaine pour gérer les imprévus. Et si toutefois, il n'y a pas d'imprévu, ce qui est bien et ce qui arrive aussi, c'est de s'avancer sur d'autres choses ou alors de profiter à faire autre chose. Dans les outils qui peuvent nous aider à faire ça, il y a quoi? Dans les outils, en pratique, moi j'en dirais que déjà la première chose, c'est de ne pas dire oui à toutes les sollicitations. Parce qu'on peut être sollicité par beaucoup de choses et ne pas tout accepter. Donc le deuxième outil, c'est se bloquer du temps.
Et le troisième, je dirais, c'est de préparer, d'anticiper en préparant sa journée et sa semaine de manière réaliste, en laissant justement de la marge. On peut utiliser des calendriers, des choses comme ça pour faire ça? Oui, alors en fait, il y a plusieurs supports. Il y a tous les supports peuvent exister et ça dépendra aussi de la personnalité de la personne. Il y a des personnes qui préfèrent le papier et que tout soit écrit sur papier, sur une forme de to-do list. Après, la combiner à un agenda, ça peut être intéressant de noter ces listes sur un agenda. Et si on se dit, bah, on connaît son taux de saturation après et on se dit, bah, de toute façon, il ne faut pas que je remplisse trop de choses dans mon agenda sur cette semaine-là parce que si j'en remplis trop, ça veut dire que j'ai déjà pas la place, ça veut dire que je ne pourrais pas le gérer. Ça peut être aussi de manière informatique sur un agenda Outlook, Gmail, de noter ses to-do list dessus et ses choses à faire en fonction de ses rendez-vous. Ça peut être aussi un fichier Excel. Là, j'ai une personne que j'ai accompagnée. Elle l'utilise sur son outil de travail principal, c'était Notion. Donc, elle s'est fait une to-do list sur Notion et on a travaillé ensemble et on a filtré par date, par semaine et en rajoutant des dates d'engagement. Donc, tout est. En fait, il n'y a pas de support magique. La seule chose, en fait, c'est qu'il faut que sur son support, qu'il y ait un support unique, en fait. Un Ouais, support centralisé. une seule entrée pour pas en C'est ça, avoir partout, quoi. c'est ça. Et après, pouvoir dire, bah là, oui, je suis capable de réaliser toutes ces tâches-là dans ma semaine. J'ai bien laissé mon temps disponible pour pas être saturé. Et puis, en début de semaine, quand on prépare sa semaine ou en fin de semaine précédente, si on le fait avant, c'est de se dire, est-ce que je peux tout faire? Et si je peux pas tout faire, en gros, c'est comme si on prenait un petit pistolet et on se dit, qu'est-ce que je retire qu'est-ce que je fais pan sur quelle activité ou quelle tâche que je peux reporter si toutefois je suis dans les délais et si j'arrive à négocier le délai avec la personne. Alors, moi, j'utilise une matrice pour faire ça, qui est la matrice urgent important. D'accord. Et Tu vois? tu Bah, fonctionnes par ce biais-là. ouais, moi je me dis voilà, parce que justement, la difficulté, c'est de tuer la tâche. Et donc je me dis, est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est ni urgent ni important? Donc Ex- j'utilise un peu cette méthode et je voudrais qu'on reparle des to-do list parce que moi je vis une expérience. Moi je suis un champion du monde de la liste là, et je fais des listes de centaines d'items. J'exagère là, hein. Mais et puis du coup après je suis démoralisé devant cette liste. Il y a des techniques là pour les listes. Il y a une bonne pratique. Alors, bah, du coup, là, j'ai justement animé un atelier à ce sujet-là cette semaine. Ouais. Et justement, c'était déjà de prendre conscience comment on voit sa liste avant de l'ouvrir. Et tu vois, dans cette formation que j'ai proposée, enfin, c'est un atelier, j'ai fonctionné avec des émoticônes en mode repas. C'est-à-dire, avant d'ouvrir en fait, c'est comme si j'ouvre le frigo. Et en fait, ouvrir le frigo, c'est ouvrir sa liste. Et comment on ressent, comment on a cette sensation, en fait, d'ouvrir cette liste. Et qu'est-ce qu'on ressent? Moi, par exemple, il y avait plein d'émoticônes sur plein de choses. Moi, c'était le repas de sushi. Pourquoi j'avais choisi celui-ci? Parce que pour moi, le repas de sushi, il est structuré, il est léger et j'aime ça. Donc du coup, j'avais ce côté-là. Et par contre, il y avait d'autres ingrédients que j'aimais pas du tout à côté. Donc là, pour répondre à ta question sur comment choisir les choses qu'on aime plus et qu'on aime moins, bah, c'est aussi de, de voir et de noter ses priorités, ce que je te disais tout à l'heure, de voir comment on peut déléguer certaines choses, si des fois c'est possible. Et si c'est pas possible, bah, des fois de commencer sa journée avec les choses qu'on n'aime pas. Ah oui, ça c'est une méthode que j'utilise assez souvent pour en finir. C'est ça. Et après, on se dit, bah, c'est cool, j'ai fait le plus chiant de ma journée, je vais pas procrastiner. Et après, bah, je vais partir sur les choses que j'aime. Ouais, bonne Et, idée ça. et ça peut être une possibilité. Et quand on a des choses qu'on aime moins, de se le faire en début de journée, mais pas de se mettre toutes les choses qu'on aime moins sur une même journée. Il y a des moments stratégiques pour faire certaines tâches. Après, ça dépend de la personne. On n'a pas tous le même fonctionnement biologique. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont plus aimer travailler le matin, qui vont être plus productifs à certains moments, etc. Il y en a qui vont plus aimer travailler l'après-midi. Donc ça, il y a des façons de le savoir.
Et après, on est plus efficace, peut-être le matin et après à voir. En tout cas, rarement après les déjeuners pardon, où on digère. Ah, là, c'est plus physiologique. Là, on n'a plus de C'est sang ça. dans la tête, la vascularisation autour de l'estomac. C'est ça. Et en fait, ce côté physiologique, il est important aussi de le connaître et de le connaître pour soi, pour pouvoir connaître derrière son taux de saturation et de savoir comment on gère les choses. Et là, j'ai accompagné justement un entrepreneur récemment et j'ai vraiment eu cette perception importante où on a géré ses tâches, priorisé ses tâches différemment. C'est-à-dire que le matin, il est vraiment parti sur des sujets de fond. Et l'après-midi, par contre, plus des rencontres, plus des échanges, puisque quand on aime aussi l'échange, c'est plus facile, il y a besoin de moins de concentration. Ouais, l'émulsion de l'autre C'est nous ça. maintient en Maintien en activité. fait et ça permet aussi de tout faire. Donc, mais tout ça va être en fonction de la personne, de la personnalité de chacun en fait, et de son et pas que de la personnalité, mais de son fonctionnement physiologique. J'ai attrapé une petite info tout à l'heure. Tu m'as dit, ah non, ouais, moi je fais des formations. Non, non, des ateliers. C'est quoi la différence? Alors, en fait, entre formation et atelier, pour moi, on n'est pas du tout sur la même chose. Pour moi, un atelier va être quelque chose qui va permettre d'avoir une prise de conscience sur un sujet, mais de pas forcément être formé et d'aller jusqu'au bout. Alors D'accord. qu'une formation, ça veut dire que oui, on peut intégrer dans une formation un atelier, mais derrière, on a quelque chose de très poussé, très construit en matière de process. Oui, notamment une évaluation et des objectifs. Exactement. Que par exemple, les ateliers que je vais mener, moi pour les miens, j'appelle ça des ateliers collaboratifs ou des ateliers inspirants. J'amène toujours en fait un jeu pour une prise de conscience ou un exercice. Mais je pars souvent sur le jeu parce que je trouve ce côté ludique en fait du jeu et on arrive à faire ressortir différentes choses et on arrive à faire le lien derrière. Et après, avec cet atelier, pour moi, les ateliers, ils permettent de co-construire des solutions. Et en fait, dans les ateliers que j'anime et que je mène, c'est toujours pour un objectif d'une co-construction particulière. Par exemple, là, j'anime deux ateliers. L'atelier Tu es submergé par les mails, comment faire pour reprendre le contrôle. Je l'anime en mode en jouant au ping-pong. Ah ouais. Voilà. Voilà, parce que du coup, derrière, cette animation permet je vais pas dévoiler tout parce que sinon, si Oui, les ça n'a pas personnes écoutent d'intérêt, oui. et participent, ça va enlever le gain et la prise de conscience que je veux amener derrière. Mais en fait, le jeu, on amène sur du ludique, on voit les choses autrement. Et après, on peut rattacher et vivre l'expérience en fait pour construire des solutions qui peuvent être collectives, mais derrière, chacun va piocher la solution qui l'intéresse dans ses solutions collectives. D'accord. Je me posais une question, Marie. Alors, moi, j'aime bien m'organiser, mais je me rends compte que plus je m'organise, en vérité, plus je travaille. C'est une espèce d'upgrade permanent de la quantité de travail à faire. On peut lutter contre ça? On peut lutter un peu contre ça. Alors déjà, c'est, comme je disais tout à l'heure, ne pas dire oui à toutes les sollicitations. C'est-à-dire que est-ce que cette sollicitation, elle fait partie de mes priorités, de mes objectifs que je me suis fixés. Par exemple, si toi, tu t'es fixé les gens importants, est-ce que cette chose-là que tu t'es rajoutée dans ta to-do list, elle répond à cette priorité de gens importants ou pas? Donc déjà, la première chose, c'est plus on travaille, plus on se rajoute des choses dans sa to-do list. Donc c'est est-ce que cette chose-là, elle est importante ou pas? Après, la deuxième chose, c'est dans sa to-do list, est-ce que tout ce qui peut durer moins de 2 minutes, eh ben, on essaye de le faire tout de suite que de le rajouter sur sa to-do list. Ah oui, on procrastine pas là. Procrastine pas. On le fait en immédiat, mais comme on connaît son taux de saturation et qu'on a intégré dans son taux de saturation les choses à faire immédiatement, et ben du coup, on gagne du temps et on gagne en efficacité. Et on rajoute pas des choses sur la to-do list et on a un peu plus envie de l'ouvrir, cette to-do list. D'accord. Comment on est confronté dans notre organisation quand on revient d'un atelier ou d'une formation de ta part, où justement, nous, on a pris des décisions, on a vu des méthodes, on a appris à se connaître, on connaît son taux de saturation, sauf qu'on revient dans une organisation qui, elle, a pas changé entre le moment où on est parti et on est revenu. Donc, du coup, comment ça se réadapte, ce truc-là?
Alors, la première chose, c'est après cette formation de s'organiser dans la semaine suivante pour se dire, moi, ça devient une de mes priorités de changer mon organisation. Je vois la dernière personne que j'ai accompagnée, du coup, c'est quelque chose qu'on a vu et c'est la première chose que la personne a faite. On s'est vu le vendredi, la première chose qu'elle a faite le lundi, c'est refaire toute une liste avec tout centralisé au même endroit. Et grâce à ça, en fait, ça lui a permis tout de suite, en fait, de savoir où il en est et de savoir qu'il faut à peu près 3 semaines pour s'organiser, de changer de méthode. Mais même au bout de 3 semaines, il y aura de nouveau un ajustement à faire parce qu'il y aura un bilan à se dire, est-ce que tout me convient, est-ce que j'ai des choses à changer, etc. Et là, cette personne que j'ai accompagnée m'a renvoyé un message 15 jours après, donc même pas 3 semaines, avec une petite vidéo en me disant super, ça y est, maintenant j'ai préparé ma semaine, je sais où je vais, j'ai mes gros cailloux, je sais comment avancer et je suis serein. Et c'était ça qu'il était venu chercher. Et il l'a trouvé. Et aujourd'hui, la personne, elle navigue plus à vue, plus avec les to-do list partout. Enfin voilà. Et cette personne, elle a cette sérénité qu'elle cherchait, quoi. Voilà, tout à fait. Ben, c'est un petit peu notre recherche permanente. Alors, je vais revenir un petit peu sur les formateurs et les formatrices. Bon, on va prendre l'exemple quand même d'un formateur ou d'une formatrice indépendante. On n'a pas beaucoup de répit, on n'a pas beaucoup de comptes à rendre. Du coup, ça nous crée en vérité beaucoup plus de contraintes que si on en avait déposé. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Comment on arrive dans cette dimension d'indépendante que tu es maintenant? Oui, Comment on met en place l'efficience? Parce que l'efficience, c'est ce qui est le plus intéressant à trouver. Moi, je oui, vais dire qu'il y a trois activités majeures. Trouver le client, oui, enfin, trouver le client, vendre sa prestation, la construire et l'animer. Là, oui. on a trois temps. Comment est-ce qu'on fait pour justement réguler ces trois temps? C'est pas avoir des pics. Ouais, ben c'est bon là, j'anime, je construis, j'anime, je construis. Puis du coup là pendant un mois, par exemple, je vais plus voir de clients et puis et du coup un mois après, il me faut encore un mois pour trouver des clientes quoi. Il y a des façons de faire là-dedans là, avec les contraintes de la préparation et de l'animation qui sont des contraintes réelles, physiques pour l'animation. Il y a des stratégies là. Alors, il y a une stratégie que j'expliquais tout à l'heure, qui est de trouver son fonctionnement à soi. Alors, je reviens toujours là-dessus, mais par exemple, moi, je vais me limiter à 2 jours d'accompagnement par semaine, qui fait qu'en fait, sur les 3 autres journées, je vais pouvoir préparer, faire mes ventes et préparer l'avenir, en fait. C'est-à-dire que je vais pas me dire, ah bah non, mais cette semaine-là, je fais mes 5 jours de formation, la semaine d'avant, j'ai tout à construire, après, je sais que je vais avoir plus rien parce que j'ai pas le temps de faire du commercial, etc. Et en fait, c'est de lisser les activités et des semaines de formation et des semaines de formation où là, j'ai pas, enfin, je dirais, je suis pas disponible avant telle date. Là, si on me demande une formation, là, j'ai mon agenda. Là, si on me demande un accompagnement, il me reste qu'une journée d'accompagnement là disponible sur décembre. D'accord. Alors que tu as dans ton planning des Alors jours que de préparation et de recherche. Exactement. Donc dans mon planning, je pourrais avoir, mais je sais qu'après, je dépasserai mon taux de saturation et je respecterai pas forcément les délais, je répondrai pas aux autres choses qui arrivent au fur et à mesure, etc. Si toutefois je voulais faire 5 jours de formation, je peux le faire, mais je me mettrai en surcharge et je lisserai pas la charge sur le long terme. Ouais, ça peut peut-être être quelque chose de ponctuel parce que franchement, refuser une mission, c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer, quoi. Moi, si on me dit, écoute, Laurent, la semaine prochaine, est-ce que tu peux animer ou est-ce que tu peux nous préparer tel dispositif, c'est très compliqué de dire non, quoi, en vrai, hein. Mm. Même si je sais que je suis surchargé, je trouverai la solution pour le faire. Bon. Voilà, quoi. Parce que effectivement, là, ça dépend de ta priorité, de ta façon de faire pour pouvoir répondre à cette question-là. Moi, si on me propose effectivement une formation, oui, effectivement, j'ai aussi envie de répondre oui. Mais dans ce cas-là, s'il y a que celle-là qui est à faire et elle doit être faite impérativement à cette date-là, est-ce que dans ce cas-là, il n'y en a pas une autre que je peux décaler dans le temps? Oui. C'est de réorganiser en fait le reste pour pouvoir réussir à tout faire. Après,
Je pourrais aussi avoir 5 journées de formation par semaine, mais le temps des préparations, etc., j'aurais pas la qualité que moi je souhaite pour les formations. Oui, puis ça peut impliquer aussi une autre méthode de travail qui consiste à pré-préparer C'est des ça, petites unités qui peuvent être, entre guillemets, rechargées, réutilisées dans différents contextes. exactement. D'accord. Si demain si demain tu as une personne accompagnée, un formateur, une formatrice, d'après toi, c'est quoi la première chose à échanger avec lui ou avec elle? La première chose alors en formation ou en accompagnement? Parce que là, je vais pas être sur la même chose du coup. Alors, tu peux faire celui que tu veux dans l'ordre, voire les 2. Alors, du coup, en accompagnement, je vais proposer une première journée en fait d'audit, ce que j'appelle un audit organisationnel, où ce formateur, je vais l'accompagner en regardant toute la situation de l'entreprise, de la création, de comment sont ses clients, comment ils s'organisent, et avoir une vision en fait de quelle est sa stratégie et comment il fait aujourd'hui pour le faire. Et grâce à cet audit-là, après, il y a un diagnostic partagé qu'on fait, que je propose en direct. Et après, ça permet de savoir quels sont, en fonction de cette analyse complète, que j'appelle une analyse 360, qui permet de voir comment la personne, elle peut s'organiser pour gérer son temps ou gérer sa stratégie ou sa feuille. Parce que du coup, les entrepreneurs que j'accompagne en indépendant, c'est créer leur feuille de route stratégique. Les entrepreneurs que tu accompagnes, c'est plutôt des très petites entreprises, grosses entreprises? Alors, les entrepreneurs que j'accompagne, ils sont seuls. C'est des auto-entrepreneurs. Donc, pour D'accord. l'instant, c'est les accompagnements que j'ai faits. Après, si j'ai déjà aussi proposé un accompagnement à une équipe. Donc, dans ce cas-là, c'est un accompagnement où, quand je fais le diagnostic, il est à réaliser avec quels sont les objectifs d'équipe, des entretiens individuels avec chaque membre de l'équipe, une restitution, et après, c'est des choix sur quoi on va travailler en fonction de ce qu'on a vu. C'est-à-dire que y a probablement des choses que les personnes avaient envie de travailler, mais n'avaient pas perçu que il y avait un point plus important à travailler qui est devenu finalement prioritaire. On pourrait dire en tout cas que si on est une formatrice ou un formateur indépendant et débordé, il y Mhm. a des solutions. Ah, complètement, mais il y a toujours des solutions. Mais les solutions, il faut la trouver en fonction de sa personnalité, de ses clients et de ses envies, en fait. Est-ce qu'on a le droit de dire, ben voilà, moi je suis une formatrice maman, le mercredi je veux le passer avec mes enfants parce qu'il faut que je passe avec mes enfants, c'est un moment important. Est-ce qu'on peut partir sur un postulat comme ça? Oui, je vais être dans ce cas-là, puisque je suis une formatrice maman. Et moi, du coup, je travaille sur 4 jours et demi. Donc, en fait, si j'ai une semaine de travail, j'ai fait des 4 journées avec un peu plus importantes et à rallonge. Et je travaille que le mercredi matin. Et j'ai fait le choix de ne pas travailler le mercredi après-midi pour être avec mes enfants. Ça, c'est très très bien. En tant que papa, je l'apprécie aussi, hein, en vérité. Il n'y a pas que les mamans, en effet, c'est pour tout le monde. Et là, il faut connaître ses priorités. Si on n'a pas forcément cette envie et ces priorités-là, ben, c'est en fonction de chacun. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est hyper important et ça fait partie de mes choix. Et c'est comme ça que j'organise aussi ma semaine de travail. Si toutefois, je rebondis, si toutefois j'ai une formation qui est indispensable et qui a à faire un mercredi, oui, je la ferai un mercredi. Mais pour moi, ce ne sera pas tous les mercredis. D'accord. Nous, on accompagne des étudiants tout au long de l'année. On essaie beaucoup de les amener sur de l'organisation et notamment de la gestion de temps de travail. Et tu sais, on leur donne souvent le tips suivant, restez pas 3 heures devant votre feuille sans rien produire, faites des étapes, utilisez des méthodes dites Pomodoro, vous allez travailler 20 minutes, vous allez faire une pause, et retravailler 20 minutes, vous allez faire une pause. Est-ce que toi, tu utilises ce genre de méthode ou pas?
Alors après, j'ai pas forcément ces termes-là sur ces méthodes-là. Moi, quand je pars plutôt de l'idée de la loi de Pareto, en fait. C'est-à-dire que en fonction on doit travailler sur un sujet, en fait, à partir du moment où on travaille dessus, euh, comment dire, la majorité du temps à passer est sur le sujet en lui-même. C'est-à-dire que les premières idées qu'on va avoir, les 20 premières minutes, c'est quasiment les idées qui vont faire tout le reste du travail, en fait, du sujet à Oui. travailler par l'étudiant. Donc l'important, c'est de travailler surtout sur ce premier temps. Et en fait, ce temps-là, il est toujours à limiter. Si on se laisse... en fait, cette notion du temps que tu parles là pour les étudiants, déjà, on dit il y a 3 heures pour travailler un sujet. Dans ce cas-là, c'est pourquoi ces 3 heures-là ont été fixées. Quel est l'objectif en fait qui est attendu derrière ces 3 heures-là. Est-ce que ce sujet il aurait pu être traité sous 15 jours, sous 6 mois ou en 1 heure? Quel est l'objectif en fait de la réalisation de ce sujet-là? Et en fonction de l'objectif, et ben derrière le sujet va pas être affiné de la même manière. Je sais pas si Oui, je suis claire. oui, oui, Voilà. je comprends, parce qu'en plus, il y a aussi un autre biais qu'on a qui consiste à dire si j'ai 3 heures pour le faire, je vais le faire en 3 heures. C'est ça. Si j'ai que 2 heures et demie, je vais le faire en 2 heures et demie. Donc il y a quand même une vraie adaptation à la jonction. Et exactement. Et en fait, pareil, en tant que formateur, pas que là pour les étudiants, c'est à un moment donné combien de temps je choisis au départ de consacrer à cette tâche-là. Est-ce, est-ce que c'est plus judicieux de découper une grosse tâche en plusieurs étapes espacées dans le temps, ou est-ce qu'il faut la découper en plusieurs étapes rapprochées dans le temps? T'as des retours d'expérience là-dessus? Alors, mes retours d'expérience, ce sera en fonction effectivement de la personnalité de chacun et de toutes les autres choses qui vont s'imbriquer. Le mieux, c'est de réaliser une tâche de A à Z en même temps. Mais toutefois, d'une tâche de A à Z, si toutefois on est dans l'attente de réponses de d'autres personnes pour réaliser cette tâche-là, on ne pourra pas la réaliser en intégralité tout de suite. Oui. Donc, en fait, quand on réalise des tâches, pour moi, la première chose, c'est de solliciter les personnes pour lesquelles on a besoin d'un retour avant de travailler sur la tâche. Oui, on prépare la collaboration alors. En fait, c'est ça. On prépare la collaboration et on attend d'avoir toutes les données pour s'attaquer au sujet. Et la deuxième chose aussi pour se concentrer sur une tâche, c'est d'enlever tous les téléphones, d'enlever toutes les notifications et de toutes les sollicitations qu'on peut avoir autour, puisqu'il faut savoir qu'en fait, dès qu'on est sollicité par quelque chose, on peut remettre 20 minutes avant de se reconcentrer. Oui, le cerveau déconnecte C'est de ça. l'affaire, quoi. Donc en fait, pour moi, quand on s'attaque à une tâche, c'est de se dire, voilà, je m'y mets, j'ai 3 heures. Dans ce cas-là, j'ai ces 3 heures-là parce que là, la contrainte, elle m'a été donnée par l'école et il faut que je le travaille en 3 heures. Ok, mais dans ce cas-là, sur ces 3 heures, je n'ai aucune sollicitation. Oui, en vérité, on travaille au calme. C'est ça. Ou alors en collaboration, si toutefois ce travail-là qu'on a réalisé, il est plus productif parce qu'on travaille à plusieurs et qu'on a plus d'idées, ok. Mais même dans ces temps-là collaboratifs, il faut se donner un temps, des temps limités en fait. Des temps... moi, je travaille beaucoup avec des sabliers. Et du coup, c'est se dire, bon, bah voilà, je commence là-dessus ou un chronomètre et je mets cette tâche-là et il faut qu'elle soit terminée à ce moment-là. D'accord. Je me posais la question, suite à ce que tu as dit précédemment, tu sais, tu dis: «Il faut apprendre à se connaître, il faut savoir ce qu'on aime». Est-ce que tu pourrais, ou est-ce qu'il y a un système pour se faire un petit autodiagnostic là? Alors, j'ai pas de système particulier d'autodiagnostic, hein, puisque bah, moi, je les réalise avec les personnes en direct, mais j'ai pas de logiciel ou autre chose à donner. Après, il peut y avoir un bilan de compétences qui peut permettre aussi de se connaître. Moi, c'est ce qui m'a permis. J'ai fait un bilan de compétences avant de changer de métier, et c'est ce qui m'a permis de savoir ce que j'aimais faire, pas faire, etc. Et ça peut être une piste. Par contre, un bilan de compétences, tout dépend dans quel objectif on le fait. Si c'est pour un changement professionnel ou pour un test de personnalité, je trouve que ça peut peut-être être un peu cher pour connaître son test de personnalité. Il existe un autre outil, mais je n'ai pas le nom, qui est utilisé souvent par les équipes pour faire des bilans de personnalité et savoir comment chacun travaille pour travailler en équipe de manière plus efficace derrière. J'ai pas le nom en tête là, mais
je sais il peut être puissant derrière. Et si moi je voulais commencer en me faisant, tu sais, genre les plus, les moins, sur une feuille, ce que j'aime pas, ça serait quoi qu'il faut que je mette en plus? Ce En que plus, j'aime, ce que j'aime pas, ce que je fais pas, alors, les plus, les moins, et autre chose aussi, quelque chose que tu vois sur ta liste et que tu repousses toujours. Ah, Ça va permettre de voir directement ce que tu n'aimes pas faire. Et sur ta liste aussi, si tu images ta liste, c'est de se dire, bah voilà, là, il y a des choses qui sont notées sur ma liste et j'ai quelque chose qui arrive, il n'est pas noté sur ma liste, mais celui-là, j'aime tellement le faire que je le fais en premier. ah oui, Ça va te permettre déjà de cibler sans mettre que les plus et les moins, mais de faire une analyse sur ce qui t'anime et sur ce que tu n'aimes pas faire. Et après, je pense qu'une méthode, c'est d'être avec un duo ou un binôme à faire l'exercice en même temps, un peu comme du co-développement en fait, hein, pour regarder et avoir l'œil extérieur de se poser des questions sur oui, mais euh, pourquoi tu vas là-dessus en fait. Donc c'est pas de le faire tout à fait seul, mais aussi d'avoir le regard extérieur, parce qu'il permet aussi le regard extérieur de se rendre compte de euh, de ce qu'on fait et qui est tellement naturel qu'on le note même pas. oui. Je te donne un exemple. Moi, je suis organisée. En fait, pour moi, c'est naturel. Je le note nulle part. Et en fait, pour moi, c'est normal. Mais en fait, c'est tellement normal que je note pas. Et en fait, les personnes, pour elles, c'est la première chose qu'elles voient, en fait. D'accord. Il se dit: «Tiens, mais comment elle fait pour être organisée?» Voilà. Alors que moi, c'est même pas un plus que j'aurais noté sur ma feuille. Ah oui. Que je pensais que c'était normal et que tout le monde était comme ça. Donc c'est pour ça que de faire ce plus et ce moins de manière seule va peut-être finalement pas permettre d'avoir une réalité. Et Oui, c'est pour ça que on est peut-être induit par nos ressentis plutôt que nos vécus. c'est ça. Marie, écoute, en tout cas, il y a une belle note d'optimisme, pardon, dans tout ce que tu viens de dire. On voit que formateur, formatrice, indépendant, travaillant en équipe, on a des super pistes pour s'améliorer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, j'aime bien parce que quand tu fais ressortir le mot optimisme, et justement, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le nom de cette entreprise que j'ai créée, qui s'appelle Co-Opti. Puisque le opti signifie optimisation, mais aussi optimisme. Et le co, c'est le côté collectif de construire ensemble. Et du coup, à travers tes mots, je vois que ça se ressent, même sans donner le nom de mon entreprise. Donc, euh, donc Ah, c'est ça, et c'est ce que j'amène en fait aux personnes. Et c'est vraiment quand tu sors ces mots-là, du coup, c'est chouette pour moi parce que c'est vraiment ça que les gens viennent chercher chez moi. Mais c'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est-à-dire que on fait un travail, on y passe du temps. Et pour moi, ce qui est important, c'est de le faire de manière enjouée, enthousiasme et en étant optimisme. Et du coup, effectivement, pour moi, toute personne, c'est là-dessus que j'ai envie de les emmener, puisque on n'a qu'une vie et on a envie d'être heureux un maximum. Et on passe du temps au travail, et être bien au travail, c'est quelque chose qui est important. oui, c'est ce que je dis souvent, le travail c'est tous les jours et tous les jours c'est souvent. C'est ça, exactement. Eh ben écoute, Marie, merci de cet échange, merci de ce que tu nous as apporté. De rien, avec plaisir. Je mettrai dans le résumé du podcast les éléments permettant de te contacter si on a des auditeurs qui veulent optimiser, valoriser avec optimisme leur activité. Et avec plaisir. Et puis, moi, ce que je peux vous dire, si vous avez envie, effectivement, n'hésitez pas, et je vous partagerai quelques tips, ou alors en allant plus loin, formation, accompagnement, à vous de voir, à vous de choisir. Vous avez les cartes en main, à vous de les jouer. Merci. Écoutez, je souhaite à tous nos auditeurs une très belle écoute. Marie, écoute, on aura certainement besoin de tes services, besoin de rééchanger avec toi pour en apprendre encore plus sur l'organisation. Je te souhaite une belle journée et à tous, je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt, merci.